Chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien, disait Woody Allen. Jean Batou, que nous célébrons aujourd'hui, va certainement nous dire, lui, que Marx est vivant et bien vivant en ce début de XXIe siècle, et que Jean se sent très bien ainsi. Après le succès du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, Jean Batou ne pouvait pas faire moins à son tour que de revisiter et de saluer aujourd'hui Marx au XXIe siècle. De mon côté, un peu paresseux pour préparer cette ouverture, je dois confesser que j'ai préféré relire le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels de 40 pages environ, plutôt que les 3 tomes du Capital de Marx. Cela me paraissait déjà assez audacieux, voire iconoclaste, de lire du Marx durant la trêve pascale. Mais je dirais qu'avant même d'entendre la leçon de Jean Batou, ces 40 pages ont suffi à me convaincre de la grande actualité de Marx. En effet, les inégalités dans la distribution du capital et du travail restent, bien sûr, mesdames et messieurs, d'une criante actualité. Mais ce qui m'a surtout frappé dans ce texte, c'est le style qui a peu vieilli et qui, sous certains aspects, m'est même apparu plus pointu que dans mon souvenir. Des mots résonnent en tout cas dans notre siècle. Marx et Engels parlent, par exemple, je les cite, de l'épidémie de la surproduction ou du marché mondial et de la fin, je cite, de la base nationale de l'industrie avec cette vision que je qualifie de très avant-gardiste, que je cite toujours, des industries qui ne transforment plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions du globe les plus éloignées et dont le produit se consomme non seulement dans le pays, mais dans toutes les parties du globe à la fois. Fin de citation. Avouez qu'il n'y a pas besoin d'être marxiste pour observer cela aujourd'hui. Jean Batou, lui aussi, est mondialisé. Il n'y a pas de zone continentale ou sous-continentale sur lesquelles il n'ait pas écrit au moins un article ou un ouvrage, que ce soit sur l'industrialisation de l'Égypte ou de l'Amérique latine, sur la révolution mexicaine, sur la traite des Noirs et l'apartheid, sur la guerre d'Espagne et sur l'Europe d'avant-guerre, sur la révolution russe et même sur Genève au temps de Calvin et finalement sur la tragédie du 9 novembre 1932 à Genève. À travers ses études, il aborde frontalement les problématiques du développement inégal, de l'impérialisme, du nationalisme et des mouvements de résistance au sous-développement. On pourrait s'attendre, avec une activité scientifique aussi intense, qu'il délaisse un peu l'institution, c'est-à-dire ici la faculté. Que non. Jean a même été tellement engagé qu'il a été 2 fois doyen, de 1996 à 1998, puis de 2000 à 2001. Il a été doyen à 2 moments cruciaux de l'histoire de notre faculté. D'abord, pendant la grève à l'Université de Lausanne du printemps 97, dont il garde, je crois, un bon souvenir, et au moment de la construction de l'offre SHS de l'Université de Lausanne à l'intention de l'EPFL en 2000. Il a également été l'insubmersible directeur de l'Institut d'histoire économique et sociale durant 12 ans, l'ex-IHES. Dans toutes ses fonctions, il me semble avoir montré une très grande habileté qui confinait parfois à la ruse, avec un certain sens, je dirais, du rapport de force auquel sa socialisation politique l'a admirablement préparé. Avec le point de vue de la mouche, je rêverais de le voir aujourd'hui à l'œuvre dans les séances de la Commission des finances ou dans celles sur la fiscalité au Grand Conseil genevois où il siège comme député d'opposition. Jean Batou est donc l'un de ces professeurs qui a contribué activement à la transformation de la faculté au tournant du siècle, non pas pour la faire plus genevoise que vaudoise, mais plus ouverte au monde et à la compréhension de ses inégalités. D'une histoire essentiellement régionale, il a fait passer son institut à une histoire politique, économique et sociale internationale. Il a su donc développer l'histoire politique internationale contemporaine ici dans la faculté à tel point
qu'il a contribué à créer 3 postes professoraux supplémentaires dans ce domaine. Pour y parvenir, il a pu mobiliser, je l'ai dit, des ressources libérées dans le budget de l'université en faveur du programme SHS délivré par la faculté à l'EPFL, ainsi que plus tard les ressources allouées par la Confédération pour accompagner la mise en œuvre de la réforme de Bologne. Donc, à sa manière, si vous le permettez, Jean Batou a fait œuvre d'entrepreneur, mais d'entrepreneur scientifique, saisissant les opportunités offertes dans les cadres et dynamiques institutionnelles du moment. Aujourd'hui, Jean Batou se libère de ses chaînes facultaires, mais il restera pour nous et pour les étudiants, que je me réjouis de voir nombreux ici, comme un enseignant enthousiaste et passionné et un chercheur aux curiosités multiples avec une œuvre abondante et foisonnante. En conclusion, mesdames et messieurs, je ne sais pas si les prolétaires de tous les pays se sont unis, mais à coup sûr, nous sommes unis ici ce soir pour remercier Jean de son activité intense et inlassable dans notre faculté et pour lui souhaiter tous nos vœux dans sa nouvelle vie en lui redisant toute la gratitude de la faculté. Bonjour à toutes et à tous. Comme dans tous les concerts de Johnny Hallyday, il y a 3 parties. Une première partie et un public nombreux, le public est là. Première partie, avant que la rockstar n'intervienne, c'est évidemment, il faut chauffer la salle avec un petit groupe, le doyen. Et puis entre le petit groupe et la rockstar, il y a la pom-pom girl, c'est moi. Voilà, donc la pom-pom girl, donc, en tant que directeur de très provisoire de l'IEPHI, on m'a demandé de dire 2 mots, mais très brièvement. Donc je ne retracerai pas la carrière de Jean Batou, ça prendrait trop de temps, et ce serait ne pas lui faire justice que de le faire rapidement. Et je ne dresserai pas non plus un panégyrique, car au fond, ce départ, cette leçon dite d'adieu, c'est assez affreux comme terme. Cette leçon d'adieu est certes une leçon d'adieu, mais adieu aux chaînes facultaires, comme tu l'as si bien dit, mais évidemment qu'il y a une vie intellectuelle après la retraite, et nous attendons les nombreux livres, volumes de poèmes, dont je sais que tu es friand, qui paraîtront dans les années à venir. Je dirais juste 2 petites choses pour donc faire la pom-pom girl. Et 2 choses aussi qui me paraissent importantes, qui me paraît important de souligner. La première, c'est le rôle que chacun connaît ici, que chacune connaît ici, que Jean Batou a joué dans la création donc, de l'IHES et dans ce qu'est maintenant l'IEPHI, donc avec le H de histoire, à savoir d'avoir introduit dans un département de sciences politiques, dans une faculté de sciences sociales et politiques, une dimension historique, la dimension historique qui est véritablement ce qui nous distingue dans le paysage suisse des autres départements de sciences politiques, et pas seulement à Berne, et ce qui fait de nous, qui nous distingue aux 2 sens du terme, hein, ce qui fait de nous, collectivement, un département de sciences politiques interdisciplinaire, particulièrement ouvert donc sur l'histoire, et entre autres choses. Et cela me fait souvenir de l'anathème que Peter Berger, dans Qu'est-ce que la sociologie, en 1963, écrivait, en conclusion, je crois, de son ouvrage, et qui me semble parfaitement résumer finalement ce qu'a été un des apports de Jean Batou du point de vue institutionnel à notre institut, à notre faculté. Donc je cite, « En vérité, écrit Peter Berger, une bonne part de ce qui passe pour de la sociologie, on pourrait dire la science politique, mérite le qualificatif de barbare. Si l'on entend par là une ignorance de l'histoire et de la philosophie, une expertise étroite et dépourvue d'horizons plus larges, un souci de technicité et une absence complète de sensibilité littéraire. » C'est contre tout cela que Jean Batou a contribué, avec d'autres bien entendu, à faire de notre faculté, de notre institut, un espace ouvert, un espace interdisciplinaire. Le second point que je voudrais évoquer, j'adore parler de moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Nous venons de terminer une enquête auprès des secrétaires syndicaux en Suisse, donc des personnes qui exercent le métier de secrétaire syndical. Et dans cette enquête, nous avons essentiellement mené des entretiens, des récits de vie avec des secrétaires syndicaux de plusieurs générations, des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite ou en poste, ou des jeunes qui viennent de rentrer sur ces postes de secrétaires syndicaux. Et une des choses tout à fait qui nous a amusés, en même temps intéressés et émus en réalité, dans cette enquête, c'est le nombre assez considérable en réalité
de secrétaires syndicaux, femmes et hommes, de toute génération donc, qui, dans les récits de vie, faisaient état, parce qu'un de nos questionnements, c'était comment ils en étaient arrivés évidemment à ce métier, comment ils s'étaient intéressés à la politique, comment ils s'étaient socialisés à la politique. Et beaucoup de nos enquêtés, vraiment, ont mentionné l'expérience qu'ils avaient eue, on pourrait dire l'expérience épiphanique, qu'ils avaient eue de la découverte l'épiphanie, c'est la révélation que Dieu donne de lui-même. Alors évidemment, on ne va pas trop te prêter quand même, mais on pourrait dire que c'est la révélation que Jean Batou donnait des rapports de domination, des rapports de force et de la nécessité de se révolter. Et véritablement, c'est des moments dans les entretiens où, avec beaucoup d'émotion, ces enquêtés faisaient état de la découverte de la politique, de ce qu'impliquait la lutte politique, de la nécessité effectivement de se dresser contre les injustices, tel qu'il l'avait découvert, perçu à travers les enseignements de Jean Batou. En réalité, Jean Batou et mon prédécesseur, Masnata. Voilà. Et donc, je terminerai là-dessus. On peut dire que Jean Batou a laissé une trace importante, une marque importante dans beaucoup de têtes de personnes qui aujourd'hui exercent, j'imagine ailleurs évidemment aussi que dans le métier syndical, exercent des métiers, des fonctions, des activités qui les placent au cœur de la vie politique du canton, enfin du canton et ailleurs. Voilà. Et donc, on pourrait dire, et je terminerai là-dessus, que Jean Batou a été une sorte de pourvoyeur d'ivresse politique pour plusieurs générations, avec des effets peut-être négatifs, je ne sais pas, il vous appartient d'en juger. Et finalement, les initiales de son nom sont tout à fait indicateurs, c'est une sorte de correspondance onomastique, JB, de cette ivresse politique. Je m'arrêterai là, car je vois déjà que l'ennui commence à se marquer sur vos visages. Et donc, nous allons enfin pouvoir entrer, sauf s'il y a d'autres prises de parole. Non, nous allons pouvoir passer à la troisième partie du concert, la partie centrale du concert, la rockstar. Et la voici. Il faudra peut-être applaudir. Je crois que c'est pas bien le micro. Bon, merci à vous tous, vous toutes. Je dois dire que je suis très ému parce que j'ai devant moi des mélanges de strates de ma vie, de cette vie ici à l'Université de Lausanne où j'ai eu énormément de plaisir, je dois le dire, dans cette faculté. J'espère qu'elle continuera à être ouverte à tous les vents et à permettre à chacun d'exprimer sa différence. Ça a été pour moi une très belle expérience et si j'ai décidé d'y mettre un terme un peu avec un petit peu d'avance sur le programme prévu, ce n'est pas du tout pour me retirer, c'est pour avoir tout mon temps pour travailler sur les objets qui m'intéressent. Malheureusement, j'ai dû payer un petit tribut à une activité politique imprévue puisque j'étais un des viennent ensuite sur une liste, quelqu'un est parti, j'ai dû le remplacer et donc je fais le député à mi-temps, ça me prend beaucoup de temps, c'est juste que la commission des finances est un grand défi et en même temps, je passe beaucoup de temps à travailler sur un livre qui me tient très à cœur, qui est une espèce d'essai sur islam et politique du temps du prophète à nos jours. Donc c'est une mission impossible qui me prend énormément de temps. Voilà. Alors j'avais décidé aujourd'hui de vous parler de Marx et de vous parler de Marx et de son actualité. Je vais essayer de le faire dans le peu de temps que ce genre d'événement m'impartit et je vous demanderai donc d'être indulgent, mais j'aimerais au moins attirer votre attention sur un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui à ceux qui ont de l'intérêt pour la pensée de Marx et en essayant de vous rendre particulièrement attentif à son actualité. Alors, nous sommes 150 ans après la publication du tome 1 du Capital, qui est la seule édition, disons, le seul livre du Capital que Marx a réellement finalisé lui-même. Vous savez que le tome 2 et le tome 3, c'est Engels qui s'en est occupé à partir de notes assez abouties, mais pas finalisées, de Marx. Alors, j'aimerais réfléchir à l'actualité de la pensée de Marx en partant de ses propres présupposés. C'est-à-dire qu'une pensée... Est-ce que je vais y arriver? Ah, c'est l'autre flèche. Voilà.
une pensée, et je vous prends cette thèse sur Feuerbach qui date de 1845, c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée dans ce monde et pour notre temps. Donc c'est bien sûr ça la question. Est-ce que Marx ou le marxisme peut démontrer la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance de sa pensée dans ce monde et pour notre temps? Tout le reste n'est qu'un intérêt historiographique. Si cette pensée, si cette réflexion n'a pas de réalité et de puissance dans notre temps et dans notre monde. Donc c'est de ça que je vais essayer de discuter. Donc mon premier point, c'est d'essayer de distinguer Marx de ce qu'on appelle le marxisme. Et je vais le faire tout en ne dénigrant pas le marxisme, mais en insistant sur Marx, puisque ma leçon porte sur Marx. Tout d'abord, Marx lui-même a dit une fois, et c'est Engels qui le rapporte, tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Et pourquoi Marx disait ça à la fin de sa vie? Parce que le marxisme commençait à se constituer. Et Engels le rappelle dans 2 lettres de 1890 qu'il adresse à Paul Lafargue et à Conrad Schmitt. Et dans ces 2 lettres, il rappelle, c'est quelques années après la mort de Marx, il rappelle cette idée que Marx était très inquiet de voir se constituer le marxisme, et en particulier en France, mais aussi en Allemagne. Il trouvait que cette généralisation de sa pensée ne correspondait pas du tout à ses intentions. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, je vous ai donné une autre citation, ça c'est dans la lettre à Conrad Schmitt, et ça concerne l'histoire. C'est pour ça que ça me touche beaucoup, et ça c'est Engels qui l'écrit, mais en se référant à Marx, il dit qu'il faut réétudier toute l'histoire. Sur ce point, nous avons besoin d'une aide de masse. Le domaine est infiniment vaste, mais au lieu de cela, les phrases vides sur le matérialisme historique ne servent qu'à faire le plus rapidement possible de connaissances historiques relativement maigres, une construction systématique, artificielle, et à se croire ensuite des esprits tout à fait puissants. Et c'est bien ça qu'une partie des historiens marxistes nous ont légué, c'est-à-dire des discours abstraits, sans travail approfondi, je dis une partie, parce que ça serait évidemment extrêmement présomptueux de ma part de dénigrer l'apport d'un certain nombre d'historiens marxistes, mais vous savez bien que très souvent, vous avez des schémas et une insuffisance de travail sur la réalité historique dont a souffert l'historiographie marxiste, si bien que très souvent, ce sont des historiens plus empiristes, plus pragmatiques, qui ont apporté des connaissances qui permettent de réfléchir, je dirais, dans la perspective de Marx. Bon, cet avertissement est important, mais en même temps, pourquoi Marx n'a-t-il pas transmis à la génération suivante son immense curiosité sur laquelle je vais revenir, ou pas suffisamment? Là, Engels essaye de l'expliquer par une sorte de disproportion de stature entre Marx et ses épigones. Et il cite Heinrich Heine qui disait « J'ai semé des dragons et j'ai récolté des puces ». Et il l'attribuait à Marx en disant « Oui, peut-être il a semé des dragons et il a récolté des puces ». Et il en donnait une explication. Donc Engels, dans la lettre à Conrad Schmitt, il disait dans le fond, un des problèmes en Allemagne, c'est que ceux qui se disent marxistes aujourd'hui, il en donnait une explication sociologique, ceux qui se disent marxistes, ce sont des gens déclassés de la petite bourgeoisie qui ont obtenu des postes dans les journaux sociodémocrates qui pullulent aujourd'hui en Allemagne. Donc dans le fond, il pointait une espèce de petite bureaucratie intellectuelle qui s'était constituée sur l'héritage de Marx et qui, à la fin de la vie de Marx, commençait à produire des idées dites marxistes. Cette fois-ci, c'était dans le cadre de l'Allemagne. Donc il y avait une sociologie qui pointait une bureaucratie intellectuelle en train de se constituer. Je reviendrai sur ce problème de la transition entre Marx et les marxistes. Alors, je vais dire quelques mots de la pensée de Marx. Je pense que c'est une pensée
qu'on pourrait appeler dialogique, c'est-à-dire qu'elle est toujours en dialogue avec les questions de son époque, et si vous n'écoutez que ce que vous entendez de la conversation, mais pas, c'est un peu comme quand on voit quelqu'un téléphoner dans un train, on n'entend que ses réponses, mais on n'entend pas les questions. Et il est très important de revenir aux questions, au dialogue que Marx mène avec les connaissances et la science de son temps. Alors, j'en donnerai un exemple, c'est le Capital. Alors, le Capital, c'est une œuvre un peu monumentale devant laquelle chacun hésite. Est-ce que je vais lire, pas lire, le livre 1 peut-être, le livre 2, bon. L'œuvre elle-même, c'est une construction qui a été finalisée par Engels. Donc Marx avait écrit le tome 1, le livre 1, puis il n'arrêtait pas de le retoucher, si bien qu'il y a l'édition de 1867, et puis il y a l'édition de 1873, et 73, c'est la dernière que Marx, en allemand, a vérifiée, a contrôlée. Mais entre-temps, il a travaillé énormément sur la traduction française, qui a été publiée entre 1872 et 1875. Et là, il a introduit des modifications très importantes. Alors, il y a toute une discussion. Donc, déjà, le livre 1, il faut le lire en français, parce que Marx disait qu'il faut lire la version française, parce qu'il y a des apports scientifiques très importants. Et puis, il y a la version allemande. Et puis, Marx s'est arrêté là. Et il avait des piles de notes pour le livre 2 et le livre 3. Et Engels a finalisé ce travail. Mais pourquoi Marx ne l'a pas fait? Marx ne l'a pas fait parce qu'il n'arrivait pas à le faire. Parce qu'il était poursuivi par des questions auxquelles il n'arrivait pas à répondre. Et il trouvait que c'était plus important d'utiliser les quelques années qui lui restaient à vivre pour travailler sur ces questions plutôt que d'essayer de finaliser le monument. Donc, l'œuvre entière, le Capital, c'est 3 livres, d'accord, mais maintenant, dans ce qu'on appelle méga, c'est-à-dire Marx Engels Gesamtaufgabe, donc l'œuvre complète qui est publiée, qui n'est pas finie, hein, je crois qu'il y a à peu près la moitié de l'œuvre de Marx et Engels qui est publiée. Donc, dans la publication qui est en cours, on se rend compte, parce que ça a été publié, que tous les travaux relatifs au Capital, c'est-à-dire toutes les versions préliminaires, toutes les études préliminaires, les notes, les remarques, etc., c'est à peu près l'équivalent de 15 volumes de plus de 1000 pages, et c'est 24 000 pages qui ont été publiées. Donc voilà, ça c'est cette espèce de nuage duquel est sortie une œuvre en 3 volumes, finalisée par Engels. Alors, quand ce projet des œuvres complètes a été lancé au début de l'Union soviétique, au début des années 20, David Riazanov, qui s'est occupé de cette édition avant de finir dans les geôles de Staline, David Riazanov, il a essayé d'obtenir tout ce qui était dans les archives de la social-démocratie allemande, à travers Karl Grünberg, qui était le fondateur de l'école de Francfort, qui avait de bons rapports avec la social-démocratie et avec le mouvement communiste naissant, et il a rassemblé des clichés de tout ce qui était dans les archives en Allemagne, plus que ce qu'avaient les Russes, et il a commencé cette édition des œuvres complètes. Mais il a fait un choix qui est assez intéressant et qu'il faut interroger aujourd'hui. Il a fait un choix, c'est de dire on va éditer tous les travaux, disons articles, livres écrits par Marx et Engels, on va éditer toutes leurs correspondances et on va éditer tous les travaux relatifs au Capital. Par contre, on va écarter une chose, c'est les carnets d'extraits, de citations et de notes d'Engels et de Marx, surtout de Marx. Et il y avait 200 carnets avec un nombre incalculable de pages, une écriture microscopique, et c'était les carnets de Marx. Et Engels, non pas Engels,
Riazanov, mince, je suis dans le mauvais sens. Voilà, non. Ouais, c'est ça. Dans l'œuvre de Marx, il y a cette remarque que faisait Engels. Il le faisait en positif, mais Riazanov l'a fait de manière plus critique et plus interloquée. Engels disait, chez un homme qui examinait chaque chose en cherchant la genèse historique et les conditions de développement, naissait naturellement de chacune des questions posées toute une série de nouvelles questions. Préhistoire, agronomie, structure de la propriété foncière en Russie, en Amérique, géologie, tout y passa. En plus des langues germaniques et néolatines, on n'a pas besoin de dire français, italien, espagnol, etc., les langues néolatines, les langues germaniques, il entreprit d'étudier le vieux slavon, le russe et le serbe. Bon, donc ça, Engels dit, vous voyez, ce génie, enfin, il travaillait dans toutes les directions, et Riazanov, il dit, parfois quand même, en reconsidérant ses carnets de notes, la question se pose, pourquoi a-t-il gaspillé tant de temps sur un tel résumé systématique et exhaustif ou consacré tant de travail jusqu'en 1881 sur un livre de géologie de base? Encore un exemple, en 1878, il reçut un exemplaire de l'œuvre de Morgan. Sur 98 pages de sa minuscule écriture, il établira un résumé détaillé de Morgan, et c'est ainsi que travaillait le vieux Marx. Donc Riazanov, il a dit tout ça. C'est un vieux bonhomme qui, à un moment donné, était plus capable d'écrire vraiment des choses nouvelles, puis qui prenait des notes. Et aujourd'hui, on a une vision un peu différente de ce phénomène. Et donc, dans la nouvelle édition scientifique méga 2 des œuvres de Marx et Engels, tous les carnets sont transcrits. Et ça relance tout un débat sur les questions que se posait Marx à la fin de sa vie. Et je pense que c'est d'un immense intérêt, et je vais essayer de vous en dire quelques mots en rentrant dans le laboratoire du vieux Marx. Alors, Enrique Dussel, qui est un théologien de la libération qu'on avait invité lors de la dernière édition à Lausanne, la dernière qui a eu lieu à Lausanne, de Penser l'émancipation, de ce réseau international qui essaye de réfléchir aux pensées porteuses de pratiques d'émancipation. Enrique Dussel nous avait fait une conférence sur Marx, et justement, en pointant ces carnets de notes de Marx, il insistait beaucoup sur le fait que Marx est encore dans le futur, au sens que plein de choses qui ont été érigées comme des certitudes par le marxisme doivent être déficelées et réouvertes à la lumière des questions que se posait Marx à la fin de sa vie. Alors, tout d'abord, je vais donner deux indications pour que vous perceviez sur quel terrain se déplaçait le vieux Marx et pourquoi ça l'handicapait pour finir le Capital. Le premier terrain, c'est celui d'une réflexion qu'il a poursuivie dans ces dernières années, disons, je dirais dans ces 10 dernières années de vie, une réflexion qui portait beaucoup sur l'agriculture. On pense à Marx comme quelqu'un qui a réfléchi à la question industrielle. Il a énormément réfléchi à l'agriculture, pas seulement aux pratiques agricoles, mais aux structures sociales porteuses de l'agriculture. Et il était très impressionné par la problématique de l'épuisement des sols. Parce qu'à l'époque, dans les années 1870, il y a un grand débat qui s'engage sur l'épuisement des sols par une agriculture intensive. Et il y a des chimistes des sols, il y a ce qu'on appellerait des agronomes aujourd'hui qui travaillent cette question, et notamment un Allemand qui s'appelle von Liebig et un Anglais qui s'appelle Johnston, sur lequel Marx n'arrête pas de prendre des notes. Et en fait, ces deux agronomes, pour utiliser un terme actuel, posent la question suivante. Ils disent, avec la concentration de l'humanité dans les villes, tous les déchets organiques, au lieu de repartir à la terre, qui sont tous les déchets organiques de l'humanité, repartent dans l'eau. Et donc, la terre est systématiquement appauvrie
de ces apports organiques qui sont rejetés dans l'eau. Et c'est l'époque qu'on a appelée l'impérialisme du guano, c'est-à-dire que l'agriculture européenne va chercher des couches de défection d'oiseaux sur des îles du Pacifique, notamment au Pérou, pour engraisser la terre, pour redonner à la terre ce qu'on lui a pris et qu'on ne lui a pas rendu. Et Marx réfléchit au cycle et au métabolisme entre l'homme et le travail agricole. Bon, ça a été bien étudié par Bellamy Foster, qui est un marxiste américain qui a montré que Marx avait une véritable réflexion, on pourrait dire pré-écologiste, sur cette question-là. Maintenant, il y a un deuxième aspect qu'on voit poindre aussi chez Marx, c'est la compréhension de la différence entre l'énergie fossile et l'énergie solaire, et la question de l'épuisement possible des ressources. Et ça, on le voit dans ses cahiers. Et c'est un sujet qui est très discuté. J'ai un ami que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Tanuro, qui a écrit un livre, L'impossible capitalisme vert, et lui, il disait, Marx n'a pas vu ce problème. Et récemment, justement, Bellamy Foster et Paul Burkett ont publié un livre en 2016 qui s'appelle Marx and the Earth. Donc Marx et la Terre, dans lequel ils ont retrouvé des éléments qui sont assez fascinants sur cette question-là, puisque là, c'est Engels qui écrit à Marx, quelques mois avant la mort de Marx. Il lui écrit, je vais recommencer à faire des bêtises, je le sens. Voilà. Il lui écrit « Le travailleur individuel n'est pas seulement un stabilisateur de chaleur solaire présente, mais aussi un gaspilleur de chaleur solaire passée. Quant à ce que nous avons fait pour gaspiller nos réserves d'énergie, notre charbon, notre minerai, nos forêts, etc., tu es mieux informé que moi. » Et oui, il est mieux informé qu'Engels parce que Marx, justement, dans ses lectures de géologie dont se moquait Ryazanov, il fait des remarques sur combien de temps dureront ces réserves de charbon. Et donc, il y a une réflexion qui commence à s'organiser autour des questions de l'épuisement des ressources naturelles. Alors, cette étude de la... Il ne faut pas exagérer non plus, hein, je ne suis pas en train de vous dire que Marx, dans son cerveau génial, avait... Bon, mais les questions qu'il commençait à se poser étaient des questions qui étaient en pointe des problèmes posés par les sciences naturelles de son époque, et c'était devenu pour lui tout à fait obsessionnel. D'ailleurs, et ça me fait la transition vers la deuxième question que je voulais soulever, d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe dans la pensée de Marx sous la pression de la géologie. En travaillant sur la géologie, il va se rendre compte qu'on parle de formation géologique. Les formations géologiques se transforment lentement et donnent naissance à d'autres formations géologiques. Ça va passablement le travailler, et dans une réflexion qu'il fait dans un des textes qu'il prépare pour le Capital et qui n'a pas été publié, il dit la chose suivante. De même qu'en considérant la succession de différentes formations géologiques, on ne doit pas penser en termes de changements brusques et de périodes clairement délimitées, il en va de même de la création des différentes formations économiques de la société. Alors ça, c'est très intéressant parce que, et je ne pense pas que ça a été beaucoup réfléchi, mais les marxistes, quand ils ont traité de l'histoire, ont beaucoup utilisé le terme de mode de production. Vous savez, les fameux modes de production qui se succèdent depuis le communisme primitif, l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, puis le socialisme. Et puis, bon, on organisait l'histoire en fonction de ces modes de production. Bon, c'est vrai que ça apparaît chez Marx en 1844, et c'est probablement une reprise d'Adam Smith qui parlait, lui, de mode de subsistance.
Mais à partir des années 50, au milieu des années 50, sous l'influence de la géologie, Marx introduit subrepticement une autre notion, beaucoup plus souple, qui est celle de formation sociale. Et les formations sociales, c'est sous l'influence de la géologie et des formations géologiques qu'il a pensé à quelque chose d'un peu plus... Et vous voyez la plasticité, ça se transforme lentement, il n'y a pas de rupture, on est toujours dans des périodes de transition. Et les historiens préfèrent infiniment travailler sur ce type de concept, enfin à mon sens, que de faire rentrer nécessairement une société donnée dans une des boîtes du kit marxiste des modes de production. Ceci d'autant plus que Marx, à partir de 1872, dans l'édition française du Capital, il dit explicitement mes catégories ne sont pertinentes que pour l'Europe occidentale. Pour le reste, il faut travailler, il faut réfléchir. Bon. Donc là, il y a une transformation dans la pensée sociale de Marx sous l'influence de la géologie qui mérite d'être soulignée. Mon deuxième aspect, alors là, c'est, vous voyez, la vision du métabolisme homme-nature, le passage de cette réflexion vers les formations sociales. Et mon deuxième aspect, c'est l'insistance sur la multilinéarité du développement des sociétés humaines. Et ça, c'est aussi évidemment en rupture avec les successions nécessaires des modes de production. Marx commence à être obsédé par l'idée qu'il y a plusieurs développements possibles et qu'il n'y a pas un développement déterminé par lequel chacun passerait. Et il va être très, très impressionné par ce qui se passe dans la non-Europe, dans les pays de peuplement non européens. Il commence par réfléchir à la révolte, la grande révolte indienne des Sipais, à la fin des années 1860. Il réfléchit à l'insubordination, à la révolte des paysans russes, aussi à la fin des années 60. Après, il s'intéresse beaucoup à l'aspiration à l'indépendance de l'Irlande, en disant que ce n'est pas du tout le socialisme en Angleterre qui rendra possible l'indépendance de l'Irlande, mais c'est l'indépendance de l'Irlande qui rendra possible le socialisme en Angleterre. Donc il fait bouger dans sa tête cette équation. Après, il s'intéresse à la Russie. C'est là que, début des années 70, il commence à apprendre le russe. Et il lit en russe, et il lit beaucoup en russe, on sait à peu près ce qu'il a lu. Et il commence à défendre l'idée, en dialogue avec ce qu'on appelait à l'époque les populistes russes, ceux qui tiraient sur le tsar et qui essayaient de le liquider, qui voulaient construire un socialisme basé sur les paysans en Russie. Il dialogue beaucoup avec eux, et eux lui disent « Mais enfin, est-ce que nous, on est un pays retardé, nous les Russes, on a une dominante agricole, est-ce qu'on va devoir attendre l'industrialisation pour avoir un prolétariat, puis pour lutter pour le socialisme ?» Et on sait qu'il a écrit 4 brouillons de lettres pour essayer de répondre à cette question. Et dans le fond, il avance vers une idée. Il dit qu'il va y avoir une révolution en Russie portée par la paysannerie parce qu'il y a des traditions collectives anciennes dans la paysannerie russe qui ont un côté socialiste ou qui a un côté communiste. Il y a une commune rurale dont les liens n'ont pas été détruits et qui pourrait être le porteur d'une révolution en Russie. Et la main dans la main avec le prolétariat industriel d'Europe occidentale, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Donc, il répond aux Russes, non, vous ne passerez peut-être pas par les mêmes étapes que les gens d'Europe occidentale et vous avez des choses à nous apprendre. Alors ça, c'est bien connu de ceux qui ont étudié un peu ce qu'on sait de la pensée de Marx à la fin de sa vie, mais ce qui est moins connu, c'est que ce raisonnement, il le généralise dans ses cahiers de notes à l'Inde, à l'Amérique latine, à certains pays d'Asie comme la société javanaise et à l'Afrique du Nord. Et alors, c'est assez fascinant parce qu'en 1873, 2 ans après l'écrasement de la Commune de Paris, dans ses notes, il dit c'est le Parlement français issu de l'écrasement de la Commune de Paris veut détruire la commune rurale algérienne. Parce que, et alors il cite
une intervention parlementaire en France qui dit qu'il faut absolument se débarrasser de ces structures sociales communautaires de l'Algérie parce que ça les prédestine au communisme. Et donc, les parlementaires français issus de l'écrasement de la Commune de Paris comprenaient qu'il y avait une espèce d'affinité élective entre les communes primitives, entre guillemets, des Algériens et l'aspiration du prolétariat parisien à renverser l'ordre des choses. Et Marx le souligne. Et donc, je crois qu'on peut dire avec certitude qu'à la fin de sa vie, et c'est là qu'il lit Lewis Morgan, donc Ancient Society, qui paraît en 1877, c'est l'anthropologue qui va faire des études, notamment sur les Iroquois, mais sur d'autres sociétés dites primitives, et qui montre que ces sociétés ont des caractéristiques extrêmement intéressantes. Et Marx commence à les étudier comme un foyer de résistance dans la non-Europe au capitalisme invasif qui pénètre ces régions éloignées. Et il a, dans ses pages aussi, une vision tout à fait différente de celle d'Engels. Et ça intéresse beaucoup les recherches actuelles. C'est que Engels, vous savez, il a écrit un livre qui s'appelle « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », et qu'il a publié après la mort de Marx, mais il a beaucoup utilisé les notes de Marx. Mais Marx n'a pas une vision aussi déterministe que celle d'Engels. Et je vous en dirai juste deux mots. C'est par rapport aux relations de genre, on dirait aujourd'hui, aux relations hommes-femmes dans les sociétés dites primitives. Engels a une vision, les sociétés primitives ne sont pas patriarcales. Il y a une grande défaite du sexe féminin qui est liée à l'apparition de la propriété privée, je la fais très très simple, et avec la propriété privée, on va rentrer dans le monde patriarcal et le communisme de demain va rétablir la femme dans tous ses droits dont elle disposait dans la société primitive. Et Marx dit, dans ses notes, il n'est pas aussi carré. Il dit d'abord, oui c'est vrai, mais chez les Iroquois, les femmes, elles ont une totale liberté de parole, mais c'est quand même le Conseil des hommes qui décide. Donc il relativise cette vision un peu idyllique de la femme dans la société dite primitive. Puis après, il relativise aussi la défaite. Il dit, avec la propriété privée, les femmes continuent à lutter et il y a des avancées, des résistances, et cette vision un peu déterministe des relations hommes-femmes n'est pas présente dans les notes de Marx par rapport à Engels. Alors, je conclus, ne soyez pas trop inquiets, je conclus avec les idées suivantes. J'aimerais dire que je pense qu'il y a quelque chose de plus structurel dans l'incompréhension entre Marx et ses épigones et ses successeurs, un peu plus structurel que simplement le fait qu'une petite bureaucratie, par exemple, se soit créée dans la social-démocratie allemande, qui occupait tous les postes de journalistes et d'intellectuels dits marxistes. Il y a quelque chose de plus structurel, c'est le rapport entre, et je vais vous faire un peu frémir, entre un prophète et son Église. Alors pourquoi j'utilise ce terme? Parce que je pense que Marx avait la vision de pousser toujours plus loin les questions et il ne se souciait pas toujours d'y apporter des réponses définitives. Il pensait que le plus important était de poser les questions et de travailler collectivement à y apporter des réponses. Engels avait une autre préoccupation, je crois, c'était de constituer l'Église. Et ce n'est pas pour le dénigrer. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ficeler l'héritage, de construire la maison et d'essayer, y compris, de développer un catéchisme, c'est-à-dire quelque chose qui permette d'éduquer autour d'un certain nombre d'idées. Et vous voyez qu'à la fin de sa vie, Marx ne s'est pas du tout occupé de ça. Il y a eu une sorte de partage des tâches et Engels s'est beaucoup occupé de ça. Donc Marx a continué à poser des questions. Et à la toute fin de sa vie, il était malade. On l'envoie en Algérie pour essayer de profiter d'un temps meilleur puisqu'il était malade des poumons. Et en Algérie,
il va se couper la barbe. Et je vous révèle une photo peu connue de Marx, c'est celle de droite. C'est Marx après s'être coupé la barbe. Alors, comment il commente la chose quand il écrit à Engels? Il lui dit « Je me suis débarrassé de ma barbe de prophète avant de sacrifier ma chevelure sur l'autel d'un barbier algérois. » Alors, vous voyez, il y a le terme « autel », le terme « prophète », et visiblement, hein, il a un peu rajeuni. C'est le Marx de droite qui va rentrer, sur la photo, qui va rentrer en Angleterre pour y finir les derniers mois de sa vie. Alors, pourquoi ce terme de prophète? Ça m'a intrigué et je reprends à Norman Oliver Brown, qui est un philosophe américain qui était proche de Isaiah Berlin, qui avait été formé dans cette tradition-là, et qui a écrit, qui a fait un certain nombre de conférences qui ont été publiées en 2009. Ça portait sur l'islam, mais il a beaucoup réfléchi sur la tradition prophétique. Et dans le fond, pour Brown, et je crois que c'est juste, il dit les prophètes, vous savez qu'il y a des milliers de prophètes dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament ici, la Bible, il y a des milliers de prophètes, et ces prophètes, on s'est posé la question pourquoi ces prophètes sont apparus dans une vaste zone qui est en gros le Grand Moyen-Orient. Pourquoi ils sont apparus là? Et Brown dit parce que, avec l'apparition du commerce et des villes, est apparue la question sociale de manière prégnante dans cet univers-là. Et que les prophètes ont été ceux qui sont venus pour essayer de donner des réponses à la question sociale. Et vous le voyez bien que les prophètes cherchent toujours à donner, disons, à retisser le tissu social, à essayer d'empêcher l'explosion des contradictions. Ils viennent apporter des réponses provisoires. Et dans un certain sens, Marx est un des derniers prophètes. Donc, je crois qu'il se percevait comme ça. On en discutait avec Gabriel H. qui est là. C'est vrai que les gens étaient formés, avaient une formation biblique extrêmement importante, et il avait une connaissance énorme des textes bibliques, Marx, comme d'autres intellectuels de son époque. Et ça a fasciné, par exemple, Enrique Dussel ou les théologiens de la Libération. Il a écrit un livre qui existe qu'en espagnol, qui sont Las Metáforas Teológicas de Marx. Et Dussel expliquait que c'est bourré de métaphores, pour un théologien, c'est bourré de métaphores bibliques. Et donc, il y a quelque chose chez Marx, et cet aveu qu'il fait à Engels sur l'autel d'un barbier algérois est assez intéressante. Alors après, j'ai été regarder autre chose, c'est Spinoza. Et Spinoza, c'est fascinant, en 1670, dans le traité des autorités théologiques et politiques, il y a tout un chapitre sur les prophètes. Et Spinoza se met à réfléchir à ce que nous disent les prophètes. Et j'ai lu ça récemment, alors il dit une chose assez intéressante, il dit que dans le fond, les prophètes se distinguent par la vigueur de leur imagination. C'est surtout ça, les prophètes. Ils ont un imaginaire plus poussé que les autres hommes. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils montent sur la colline, ils vont écouter Dieu. Et Dieu leur parle, mais des fois, ils ne le comprennent pas. Alors, ils redescendent, ils disent, il a dit des choses. Bon. Et donc, Spinoza dit, dans le fond, les prophètes, ils formulent des questions, ils écoutent Dieu, ils formulent des questions, et puis, des fois, Daniel, par exemple, il ne comprend pas ce que Dieu lui dit. Et il dit, je n'ai pas bien compris. Et donc, je crois que Marx reprend cette problématique quand il dit, dans la préface à la critique de l'économie politique, en 1859, il dit l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. L'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre parce que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en devenir. Et j'y vois un lien avec cette réflexion de Spinoza sur les prophètes qui ne comprennent pas toujours ce que Dieu leur dit. Parce que, dans le fond,
on peut comprendre quelque chose que quand elle se manifeste dans la réalité et qu'on est dans une époque où ces questions peuvent trouver des réponses. Et donc je trouve que la réflexion sur les questions et les réponses chez Marx s'inscrit dans cette tradition prophétique. Alors maintenant, c'est la chute, il faut que je retombe sur mes pieds, et vous allez me dire, mais enfin, revenons à la question de départ, est-ce que la pensée de Marx a une vérité telle qu'elle serait bien réelle et capable puissamment d'agir sur les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui? Je parle au sens de l'humanité. Alors, on peut en douter. On peut en douter parce que les marxistes ne sont pas dans une bonne position. Depuis les années 80, d'ailleurs, un certain nombre de marxistes, comme vous connaissez sans doute Perry Anderson, le fondateur de la New Left Review, au début, disons, dans les années 80, il a commencé à dire, bon, c'est foutu. C'est foutu parce que, et il l'a développé en 2000 dans un texte assez long, c'est foutu parce que la conflictualité de classe sur laquelle Marx avait fondé sa perspective d'émancipation s'est un peu dissoute dans une série de conflictualités distinctes, mais qui n'ont pas la même dynamique de concentrer l'énergie des masses populaires pour construire un monde nouveau. Quelles sont ces contradictions? Il dit, vous les connaissez toutes, ces contradictions, ces nouvelles conflictualités, c'est le genre, la race, entre guillemets, les rapports homme-nature, l'orientation sexuelle, l'identité nationale, etc., etc. Donc, on est maintenant polarisé par toute une série de questions, mais qui ne convergent pas nécessairement vers un projet d'émancipation clairement défini. Puis un autre marxiste, David Harvey, qui est un marxiste anglo-saxon aussi assez intéressant aujourd'hui, lui dit non, mais il y a une polarité de classe, mais elle est beaucoup plus complexe parce que aujourd'hui, la force de travail est plus dispersée géographiquement, hétérogène culturellement, diversifiée sur le plan ethnique, religieux, stratifiée racialement, fragmentée linguistiquement. Donc c'est très difficile à construire un objet, un sujet collectif, cohérent de l'émancipation sociale. Donc ces réflexions-là, vous en avez lu par-ci, par-là, ont ébranlé les certitudes des héritiers de Marx. Donc, au XXIe siècle, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'activité que Marx appelait pratique critique peut permettre, donc, dans le travail des mouvements sociaux, dans le travail des mouvements sociaux autour des contradictions de classe, mais aussi des autres contradictions, peut permettre de reconstruire une perspective d'émancipation. Et là, on doit dire aujourd'hui, il faut être honnête, qu'on est dans un cadre régressif sur le plan culturel. On est dans un cadre régressif, pourquoi? Parce que le marxisme a produit les deux principaux courants historiques qui se sont revendiqués du marxisme, ça a été la social-démocratie, et on voit ce qu'elle est devenue, j'aimerais blesser personne, mais dans la dernière période, et le stalinisme, qui est évidemment un modèle monstrueux qui s'est revendiqué du marxisme. Et puis en plus de ça, les alternatives post-68 se sont épuisées, se sont ensablées et n'ont pas ouvert de manière décisive de nouvelles perspectives. Donc c'est clair qu'on est dans une situation où le doute, mais Marx disait il faut douter de tout, donc le doute est tout à fait légitime. Donc j'aimerais conclure sur une chose qui me paraît importante et qui est un des messages les plus importants de la tradition, je dirais, marxienne plus que marxiste, c'est l'idée que finalement, ce qui va décider de la validité d'une pensée, c'est la capacité des forces sociales, c'est-à-dire
des agents sociaux à l'échelle internationale aujourd'hui, de s'en emparer, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de devenir eux-mêmes les protagonistes d'un projet d'émancipation. Et vous avez toujours l'idée d'auto-changement ou d'auto-émancipation chez Marx, qui est tout à fait centrale, et que donc le socialisme n'est pas quelque chose qui va venir par en haut et éclairer les milieux sociaux qui sont engagés dans un protagonisme, dans une lutte, mais c'est une construction par en bas. Et bien un philosophe ou un historien marxiste américain, Hall Draper, qui a résumé ça par l'idée qu'il y a deux âmes dans le socialisme. Il y a le socialisme par en haut et le socialisme par en bas, et que nous devons nous revendiquer du socialisme par en bas, de celui qui se construit dans le protagonisme social, et que rien n'est certain, rien n'est sûr. Personnellement, j'aimerais mieux qu'on aille vers l'émancipation que vers des formes de régression barbare. Pour le moment, les choses ne sont pas forcément très bien engagées, mais des lueurs d'espoir existent et elles ne pourront être fécondées que par l'action. Ça éteint. Elles pourront être fécondées que par l'action collective et la vérification que ces idées ont une certaine pertinence dans la vie de notre temps et de notre monde. Merci.